Après la réunion de famille, j'ai vérifié mon compte, il était vide. Mon père a ricané, nous en avions plus besoin que toi. En tremblant, j'ai pris mon sac et j'ai dit, alors ça ne vous dérangera pas pour la suite. Il riait encore lorsqu'un grand coup a secoué la maison. Je m'appelle René Chapman et j'ai 32 ans. 3 jours après ma réunion de famille pour célébrer le 60e anniversaire de mon père, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vu que le solde de mon compte d'épargne était à 0. La semaine précédente, il était de 140 312 $ et 67 cents. 8 ans d'économie prudente pour la maison de mes rêves, partis en un instant. Mes mains tremblaient en appelant la banque. La représentante du service clientèle a confirmé ce que je ne pouvais pas croire. Le virement avait été autorisé par Richard Chapman, le co-titulaire du compte, mon père. Quand je l'ai confronté, il a ri. Nous en avions plus besoin que toi, René. Tu as un emploi stable. Tu peux le regagner. J'ai senti quelque chose en moi se briser. Pas se casser, mais se déverrouiller. Ma voix était stable quand j'ai répondu, alors, ça ne vous dérangera pas ce qui va suivre. Avant de vous dire ce qui s'est passé quand cette sonnette a retenti, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner. D'où regardez-vous? Quelle heure est-il là-bas? Dites-le moi dans les commentaires. Mais pour comprendre pourquoi j'ai fait ce choix, je dois commencer par le début. J'ai grandi à Denver, Colorado, dans ce que la plupart des gens appelleraient une famille de classe moyenne aisée. Mon père, Richard Chapman, a passé 32 ans comme directeur d'agence dans une petite banque régionale avant de prendre sa retraite il y a 3 ans. Ma mère, Linda, était une femme au foyer qui croyait que son travail principal était de maintenir la famille unie, peu importe le coût. Dès que j'ai pu comprendre les mots, j'ai compris une chose avant tout, la famille passe avant tout. C'était cousu dans chaque conversation, chaque discours de vacances, chaque appel téléphonique culpabilisant. La famille prend soin de la famille. Ceux qui ont plus partagent avec ceux qui ont moins. Le sang est plus épais que l'eau. Mon jeune frère Derek avait 4 ans de moins que moi. Et quelque part en cours de route, mes parents ont décidé qu'il était celui dans lequel il valait la peine d'investir. Les garçons ont besoin de plus de soutien, disait ma mère. Derek a du potentiel. Il a juste besoin des bonnes opportunités. J'ai appris très tôt que mon rôle était différent. J'étais la responsable, la fiable, celle qui obtenait des bourses, qui travaillait à temps partiel dès l'âge de 16 ans et qui ne demandait jamais rien. Quand j'avais 17 ans, mon père a ajouté son nom à mon compte bancaire. Juste au cas où quelque chose arriverait, a-t-il dit, sa voix de banquier calme et rassurante. De cette façon, je peux t'aider à gérer les choses s'il y a une urgence. Je ne l'ai jamais remis en question. Je ne l'ai jamais retiré. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était mon père. Il ne le ferait jamais. C'est ce que je me suis dit pendant 15 ans. En y repensant, je peux voir à quel point les fondations ont été soigneusement posées. Chaque sermon sur la famille d'abord, chaque fois qu'on me louait pour être l'enfant facile, chaque message subtil que mes besoins étaient secondaires, tout cela était une préparation. Je ne savais tout simplement pas à quoi on me préparait. Laissez-moi vous montrer les reçus. Je les ai tous gardés. Un risque professionnel d'être analyste de données. En 2016, alors que j'avais 24 ans et que je venais d'être promu à mon premier poste de direction chez Datasphere, une entreprise technologique du centre-ville de Denver, mes parents ont appelé. Le toit fuyait. Ils ne pouvaient pas se permettre les réparations. Pouvais-je aider? J'ai viré 15 000 $. Entre 2017 et 2020, les frais de scolarité de Derek n'arrêtaient pas d'être insuffisants. Les bourses tombaient à l'eau. L'aide financière n'était pas suffisante. Maman pleurait au téléphone en disant que Derek devrait abandonner ses études. J'ai couvert 28 000 $ de frais de scolarité manquants. En 2019, maman a été diagnostiquée avec une polyarthrite rhumatoïde sévère. L'assurance ne couvrait pas tout. Papa a dit qu'il se noyait sous les factures médicales. J'ai payé 12 000 $. En 2021, Derek a eu une opportunité d'affaires, un investissement immobilier qui devait être rentable. Il avait juste besoin de capital de démarrage. Il me rembourserait dans l'année. Je lui ai prêté 8 000 $. Je n'en ai jamais revu un centime. Entre 2022 et 2024, il y a eu d'innombrables urgences, réparations de voitures, factures imprévues, dépenses de vacances qu'il ne pouvait pas tout à fait couvrir. Encore 24 000 $, petit à petit. Total,
plus de 87 000 $ en 10 ans. J'ai suivi chaque dollar dans une feuille de calcul, codée par couleur par catégorie, datée par transaction. Non pas parce que je m'attendais à être remboursé, mais parce que c'est simplement qui je suis. Les données sont un réconfort. Les chiffres ne mentent pas. Vous savez quoi? Je n'ai jamais reçu de carte de remerciement. Une véritable expression de gratitude. Même pas la reconnaissance que j'avais sacrifié quoi que ce soit. Ce que j'ai eu à la place, c'est « Tu as un bon travail, René. Tu n'as pas d'enfant dont tu dois t'occuper. » La famille est de la famille. Ce que j'ai eu, c'est le privilège d'être le distributeur automatique de la famille, pendant que mon frère était appelé celui qui a du potentiel. Malgré tout ce que j'ai donné, j'avais un rêve. Un rêve calme et persistant qui m'a fait tenir pendant chaque quart de travail supplémentaire, chaque vacances refusée, chaque fois que je me suis dissuadé d'acheter quelque chose de bien pour moi. Je voulais une maison. Pas un manoir, pas une pièce de musée, juste une modeste maison dans la banlieue de Denver avec un jardin où je pourrais planter des fleurs, un salon assez grand pour recevoir des amis, et des murs qui m'appartiendraient. J'ai commencé à économiser sérieusement à 24 ans, juste après ma première promotion. J'ai mis en place des virements automatiques. J'ai créé un compte d'épargne à haut rendement séparé. J'ai vécu dans un appartement modeste, j'ai conduit une Honda de 10 ans, et j'ai bu mon café à la maison au lieu de Starbucks. Mon objectif était de 150 000 $, assez pour un acompte de 20% sur une maison de 750 000 $ dans un quartier décent. Après 8 ans de discipline, de sacrifice et de me dire non encore et encore, j'avais 140 312 $ et 67 cents. J'étais si proche que je pouvais le sentir. J'avais déjà visité 3 maisons. La troisième était parfaite. Une maison de style artisan avec un porche enveloppant, des planchers de bois franc et un jardin avec de la place pour un potager. Le prix demandé était de 735 000 $. Je prévoyais de faire une offre la semaine après la fête d'anniversaire de papa. Voici la chose qui me hante. 2 ans avant que tout ne s'effondre, j'ai failli retirer mon père de ce compte. Je mettais à jour mes informations financières et le représentant de la banque m'a demandé si je voulais changer le statut de co-titulaire. J'ai hésité. Puis j'ai appelé mon père pour lui en parler et sa voix est devenue froide. Tu ne fais pas confiance à ton propre père après tout ce que j'ai fait pour toi? Je me suis excusé. J'ai laissé son nom sur le compte. Cette décision m'a coûté 140 312 $ et 67 cents. La fête du 60e anniversaire de mon père a eu lieu un samedi de début juin chez mes parents à Lakewood. 20 invités remplissaient le salon et le jardin. Tantes, oncles, cousins, vieux amis de la famille, voisins qui nous connaissaient depuis des décennies. Les décorations étaient élégantes. La nourriture était préparée par un traiteur, payée, ai-je appris plus tard, avec de l'argent que Derek avait emprunté quelque part. Tout le monde était bien habillé, souriant, jouant le rôle de la famille heureuse et fonctionnelle pour un public. Mon père a prononcé un discours sur la gratitude et l'héritage. Ma mère le regardait avec adoration. Derek se tenait à leur côté, présenté à tous comme notre investisseur immobilier prometteur. Personne n'a mentionné que ces 3 derniers investissements avaient échoué. Personne n'a mentionné que j'en avais financé 2. Je me suis assise dans le coin, sirotant un verre de vin, regardant la performance. Plusieurs parents m'ont posé les questions habituelles. Quand te maries-tu? Toujours en location? Pas encore de maison. J'ai souri et j'ai esquivé. Ce que j'ai remarqué, ce que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer, c'était la façon dont mon père et Derek n'arrêtaient pas de se regrouper tout au long de la fête. Ils chuchotaient, me jetaient un coup d'œil, puis détournaient les yeux quand je les surprenais. Quelque chose se passait. Quelque chose que je n'étais pas censé voir. Vers la fin de la fête, ma tante Hélène m'a prise à part. Elle était la sœur aînée de mon père, 65 ans, le seul membre de ma famille élargie à avoir jamais reconnu que je donnais trop. Elle m'a serré la main. René, ma chérie, tu as assez donné. Sois prudente. J'ai ri pour ne pas en tenir compte. Prudente de quoi, tante Hélène? Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé avec quelque chose que je ne pouvais pas nommer. De la pitié, peut-être, ou un avertissement. 3 jours plus tard, j'ai compris. C'était un mardi matin quand mon monde s'est effondré. J'étais à mon bureau chez Datasphere, en train d'examiner les rapports d'analyse trimestriels, lorsque mon téléphone a vibré avec une notification par email. L'objet était « Confirmation de transaction »,
Mountain West Fédéral. J'ai supposé que c'était du spam. Les tentatives de phishing qui imitaient les communications bancaires étaient assez courantes. J'étais sur le point de le supprimer quand quelque chose m'a fait hésiter. Le numéro de compte dans l'aperçu correspondait au mien. J'ai ouvert mon application bancaire. Compte d'épargne. Solde, 0. Pendant 30 secondes, je n'ai pas pu respirer. J'ai fixé l'écran, certaine qu'il y avait eu une erreur, un bug, une erreur d'affichage, quelque chose. J'ai appelé le service client de Mountain West Fédéral avec les mains tremblantes. La représentante était polie, professionnelle, totalement inutile de la manière dont seules les institutions financières peuvent l'être. Madame, je peux confirmer qu'un virement de 140 312 $ et 67 cents a été traité hier depuis votre compte d'épargne vers un compte externe. La transaction a été autorisée par le co-titulaire du compte, Monsieur Richard Chapman. C'est mon père. Oui, madame. En tant que co-titulaire, il a pleine autorisation de. Je n'ai pas approuvé ce virement. Je n'étais pas au courant. Une pause. Madame, nos dossiers montrent que la transaction a été confirmée par signature électronique. Souhaitez-vous que je vous envoie la documentation de confirmation par email? Oui, s'il vous plaît. J'ai raccroché et je suis resté assise dans mon cubicule, à ne rien regarder. 8 ans. 8 ans de sacrifice, de discipline et de rêve, transférés en un seul clic par l'homme qui était censé me protéger. L'email est arrivé 3 minutes plus tard. J'ai ouvert la pièce jointe et j'ai vu mon nom sur la ligne de signature électronique, sauf que je n'avais jamais rien signé. Mon père ne s'était pas contenté de voler mon argent. Il avait usurpé mon identité pour le faire. J'ai appelé mon père depuis le parking de mon bureau. J'avais besoin d'intimité pour cette conversation. J'avais besoin d'entendre sa voix quand il s'expliquerait. Il a répondu à la deuxième sonnerie. René, j'attendais ton appel. Pas de culpabilité, pas d'hésitation, juste une reconnaissance calme, comme si nous discutions de la météo. Papa, ma voix s'est brisée. L'argent, mes économies, tout. Oui, je l'ai viré. Pourquoi? Il a soupiré de la manière dont il le faisait toujours quand il pensait que j'étais difficile. Derek était en difficulté, René. Son investissement immobilier a échoué. Il devait 120 000 $ à la banque. Ils allaient saisir la propriété. Je devais l'aider. Avec mon argent? De l'argent de la famille, a-t-il corrigé. J'ai mis l'avenir de Derek en premier. J'ai utilisé une partie pour rembourser sa dette et le reste comme acompte sur un nouvel appartement pour lui. Un nouveau départ. C'était tout ce que j'avais. 8 ans d'économie. J'allais acheter une maison. Et tu le pourras encore, a-t-il interrompu. Tu as un bon travail. Tu es intelligente. Tu le regagneras en un rien de temps. Derek n'a pas tes avantages. Il a besoin de soutien. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan. Dis-lui que c'est pour la famille. Elle comprendra. René. Le ton de mon père a changé, devenant la voix autoritaire de banquier que j'avais connue toute ma vie. Je t'ai élevé pendant 18 ans, je t'ai nourri, je t'ai habillé, j'ai payé tes études. C'est ce que fait la famille. On partage, on se sacrifie. J'avais plus besoin de cet argent que toi. Quelque chose de froid et de clair s'est installé dans ma poitrine. Tu as falsifié ma signature, papa. Sur la confirmation électronique. Silence. Je n'ai pas approuvé ce virement. La banque a des documents avec mon nom dessus. Des documents que je n'ai jamais signés. Plus de silence, puis, tu réagis de manière excessive. Je ne l'étais pas. Ce soir-là, j'ai appelé Marcus Webb. Marcus et moi étions amis depuis l'université. Nous nous étions rencontrés dans un cours d'économie en première année et étions restés en contact à travers les diplômes, les changements de carrière et le chaos de la vie. Il était maintenant avocat spécialisé dans les affaires de fraude financière, travaillant dans un cabinet de taille moyenne au centre-ville de Denver. René. Sa voix était chaleureuse quand il a répondu. Ça fait des mois. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Le compte, le virement, la signature falsifiée, l'appel avec mon père. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause. René, c'est grave. Comme potentiellement au niveau d'un crime grave. Qu'est-ce que tu veux dire?
Le fait que ton père soit co-titulaire complique les choses, mais ça ne lui donne pas le droit de falsifier ta signature sur les documents d'autorisation. S'il a créé une fausse signature électronique pour faire paraître le virement légitime, c'est un faux. Combiné à la nature non autorisée du virement, nous sommes face à des accusations potentielles de fraude bancaire et d'usurpation d'identité. Mon estomac s'est noué. Je ne veux pas envoyer mon père en prison. Je comprends, mais tu dois connaître tes options. La voix de Marcus était douce mais ferme. Voici ce qui compte en ce moment. Mountain West Fédéral a une fenêtre de 72 heures pour contester les transactions suspectes. Après cela, le virement est classé comme confirmé dans leur système, et récupérer les fonds devient beaucoup plus difficile. J'ai vérifié sur mon téléphone. Le virement avait été traité mardi matin. Il était maintenant mardi soir. J'ai moins de 48 heures. Oui. Et René, il a fait une pause, tu as mentionné un email avec ta signature électronique. Tu l'as toujours? Oui. Transfère-le-moi. Et si tu connais quelqu'un qui fait de l'investigation numérique, fais-lui regarder les métadonnées. Si cette signature a été créée à partir d'un appareil différent du tien, c'est une preuve de faux. Je connaissais quelqu'un. Carla Diaz était spécialiste principale en investigation numérique chez Datasphere. Nous avions travaillé ensemble sur des projets d'intégrité des données pendant 2 ans, et je faisais entièrement confiance à son expertise. Mercredi matin, je l'ai attrapée avant notre réunion de département. Carla, j'ai besoin d'une faveur personnelle. Elle a regardé mon visage, je n'avais pas dormi et je savais que ça se voyait, et a immédiatement hoché la tête. De quoi as-tu besoin? Je lui ai transféré l'email de confirmation de la banque avec la signature électronique. Peux-tu analyser les métadonnées? Me dire d'où provient cette signature? Il lui a fallu moins d'1 heure. René. La voix de Carla était prudente quand elle m'a appelé dans son bureau. Cette signature n'a été générée par aucun de tes appareils. Les métadonnées montrent qu'elle a été créée sur une machine avec une adresse IP complètement différente. Région résidentielle de Denver, mais certainement pas ta maison ou ton téléphone. Peux-tu dire de quelle machine il s'agit? Elle a affiché son analyse sur l'écran. L'IP remonte à une adresse résidentielle à Lakewood. La maison de mes parents. Il y a plus, a poursuivi Carla. L'horodatage de la signature est 3h47 du matin, lundi. Étais-tu réveillé à 3h47 du matin lundi? Non. Alors quelqu'un a accédé à ton portail bancaire et a créé la signature pendant que tu dormais. René. Elle s'est tournée pour me faire face directement. C'est une usurpation d'identité. Une usurpation d'identité de Manuel. Quiconque a fait ça a falsifié ton identité numérique pour autoriser une transaction que tu n'as jamais approuvée. Je me suis assise dans son bureau, tenant le rapport d'investigation imprimé, sentant son poids dans mes mains. Ce n'était plus seulement de la trahison. C'était criminel. Je vais avoir besoin de cela documenté officiellement, ai-je dit. Peux-tu rédiger un rapport formel? Carla a hoché la tête. Je te l'enverrai d'ici la fin de la journée. Et René, je suis désolé. Je suis vraiment désolé que cela t'arrive. Il me restait 40 heures. Ce mercredi soir, je me suis assise seule dans mon appartement, entouré des preuves de ma propre exploitation. Sur l'écran de mon ordinateur portable, la feuille de calcul documentant les 87 000 $ que j'avais donnés à ma famille en 10 ans. Sur ma table basse, le rapport d'investigation de Carla prouvant la falsification de la signature. Sur mon téléphone, 17 appels manqués de ma mère. Je l'ai rappelé. René, Dieu merci. La voix de maman était haletante, suppliante. Ton père m'a dit que tu es contrarié. Ma chérie, tu dois comprendre. Maman, j'ai besoin que papa rende l'argent dans les 24 heures. Silence. Tout. 140 312 $ et 67 cents. De retour sur mon compte d'ici demain soir. Sinon, je dépose une plainte pour usurpation d'identité et fraude bancaire. René. La voix de ma mère s'est brisée en un sanglot. Tu ne peux pas faire ça à ton propre père. Nous t'avons élevé. Nous avons tout sacrifié pour toi. Comment peux-tu être si ingrate? Il a falsifié ma signature, maman. Il a volé mon identité. Ce n'est pas un désaccord familial. C'est un crime. Ce n'est pas voler si c'est la famille. Cet argent,
tu allais le gaspiller dans une maison alors que ton frère en avait plus besoin. Ton père a pris une décision. Il a fait un choix. Maintenant, je fais le mien. René, s'il te plaît. Elle pleurait maintenant. Les larmes manipulatrices auxquelles j'avais succombé 100 fois auparavant. Pense à ce que tu fais. Tu vas détruire cette famille. Ton père pourrait aller en prison. C'est ça que tu veux? Nous ruiner? J'ai pensé à l'avertissement de tante Hélène. J'ai pensé à 8 ans de sacrifice. J'ai pensé à chaque fois qu'on m'avait dit que mes besoins n'avaient pas d'importance. Je ne détruis rien, maman. Je me protège. Pour la première fois de ma vie, je me choisis. J'ai raccroché. 24 heures se sont écoulées. Pas d'argent n'a été rendu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper une plainte à la police. Jeudi matin, 9h15. L'unité des crimes financiers du département de police de Denver. J'étais assise en face de la détective Sarah Mitchell, une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux vifs et une attitude pragmatique. Sur le bureau entre nous, le rapport d'investigation de Carla, mes relevés bancaires, la feuille de calcul de 10 ans de soutien familial et une impression de l'email de confirmation frauduleux. La détective Mitchell a examiné chaque document avec soin, posant des questions occasionnelles. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux vers moi. Mademoiselle Chapman, d'après ce que vous avez présenté, cela semble correspondre aux critères de l'usurpation d'identité selon le statut révisé du Colorado 18-5-902 et potentiellement de la fraude bancaire selon le statut fédéral 18 USC 1344. La signature électronique falsifiée est particulièrement accablante. Que se passe-t-il maintenant? Nous ouvrons une enquête. Je vais me coordonner avec le service de fraude de Mountain West fédéral. Ils voudront voir cette analyse d'investigation. Si leur enquête interne confirme ce que vous m'avez montré, nous aurons des motifs pour engager des poursuites. Elle m'a tendu un formulaire. C'est votre rapport officiel d'usurpation d'identité. Le numéro de dossier est 2024 DN 78432. Vous en aurez besoin pour le processus de contestation de la banque. J'ai signé là où c'était indiqué, ma main stable. Mademoiselle Chapman. La voix de la détective Mitchell s'est légèrement adoucie. Je vois beaucoup de crimes financiers. Les cas familiaux sont toujours les plus difficiles. Êtes-vous préparé à ce que cela pourrait signifier? Mon père a fait son choix. Maintenant, il fera face aux conséquences. Elle a hoché la tête. Nous vous contacterons. J'étais presque sorti quand elle m'a rappelé. Encore une chose. Quand nous avons passé votre nom dans le système, quelque chose a été signalé. Il y a un prêt personnel de 25 000 $ ouvert il y a 6 mois à votre nom. En étiez-vous consciente? Je me suis figé. Non. Je n'ai jamais demandé de prêt. La détective Mitchell a pris une note. Alors nous pourrions être face à plusieurs chefs d'accusation d'usurpation d'identité. L'assaut familial a commencé quelques heures après le dépôt de la plainte. Mon téléphone a explosé de messages. Des messages vocaux de ma mère, chacun plus hystérique que le précédent. Comment as-tu pu nous faire ça? Des textos de Derek. Tu es morte pour moi. J'espère que tu le sais. Des appels de parents avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudainement très intéressés à me dire quelle terrible fille j'étais. Vendredi matin, mon père a appelé. Sa voix était glaciale. J'ai entendu ce que tu as fait, René. Aller à la police pour ton propre père. Tu as volé mon argent et usurpé mon identité. À quoi t'attendais-tu? Je m'attendais à ce que tu sois loyal. Je m'attendais à ce que tu te souviennes qui t'a élevé, qui t'a nourri, qui t'a tout donné. Tu m'as donné de la culpabilité et des attentes, papa. J'ai gagné tout le reste moi-même. Tu penses que la police te croira plus que moi? J'ai été directeur de banque pendant 32 ans. J'ai des relations, des amis, une réputation. Tu n'es qu'une. Je ne suis que la fille avec la preuve d'investigation que tu as commis une usurpation d'identité depuis ta propre adresse IP à 3h47 du matin. Silence. Je te donne une dernière chance, a-t-il finalement dit. Laisse tomber. Dis à la police que tu as fait une erreur. On peut encore arranger ça en famille. La seule chose qui avait besoin d'être arrangée, c'était mes limites. Considérez-les comme arrangées. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, ma cousine Rachel m'a envoyé un texto.
J'ai entendu ce que tu as fait à oncle Richard. C'est froid, René. C'est de la famille. Puis tante Patricia. Ta mère est dévastée. J'espère que tu es heureuse. Puis oncle Thomas de Californie. Qu'est-ce que j'entends à propos de la police? Appelle-moi. Un seul message se démarquait, celui de tante Hélène. Je te soutiens. Reste forte. J'ai gardé celui-là. Samedi, exactement une semaine après la fête d'anniversaire de mon père, j'ai vu la publication sur Facebook. Derek avait créé une page d'événements. L'image d'en-tête montrait un appartement étincelant avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur le centre-ville de Denver. La légende disait, pendaison de crémaillère. Venez célébrer mon nouvel appartement à Highlands. Samedi 15 juin, 18h. J'ai hâte de vous montrer à tous ce que le travail acharné et l'investissement intelligent peuvent accomplir. Travail acharné. Investissement intelligent. Mon estomac s'est noué en parcourant la liste des invités. 45 personnes avaient répondu présentes. Les collègues de Derek, ses amis d'université, des membres de la famille, des voisins. Mes parents étaient listés comme co-organisateurs. L'adresse de l'appartement était visible. Un complexe branché dans le quartier de Highlands, l'un des plus recherchés de Denver. J'ai cherché l'annonce. 2 chambres, finition moderne, plan ouvert. Valeur estimée, 400 000 $. L'acompte seul aurait été d'au moins 80 000 $. J'ai fait le calcul. Mon père avait viré 140 312 $ et 67 cents de mon compte. Il a dit qu'il avait utilisé une partie pour rembourser la dette de Derek et le reste comme acompte sur cet appartement. Mon frère organisait une fête pour célébrer sa nouvelle maison. Une maison achetée avec mon argent volé, pendant que j'étais assise dans mon appartement loué, me demandant si je réaliserais un jour mon propre rêve. L'ironie était suffocante. J'ai remarqué que je n'avais pas été invité. Bien sûr que non. Mais quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Tante Hélène a commenté la publication. Charmant appartement, Derek. Où as-tu trouvé l'argent pour un si bel acompte? La réponse de Derek était soigneusement vague. La famille a aidé. Tu sais comment c'est. Oui, je savais exactement comment c'était. La fête était dans 8 jours. J'ai passé un coup de fil. 5 jours après avoir déposé plainte, j'ai reçu un appel du service d'enquête sur la fraude de Mountain West Fédéral. Mademoiselle Chapman, c'est Daniel Torres de notre équipe de résolution des fraudes. Je vous appelle concernant le dossier numéro FRD 202406781. Je me suis redressé à mon bureau, le cœur battant. Oui. Nous avons terminé notre enquête préliminaire sur la transaction contestée sur votre compte. Je tiens à vous informer de nos conclusions. Allez-y. Notre analyse interne, combinée au rapport d'investigation fourni par le département de police de Denver, confirme que la signature électronique autorisant le virement du 4 juin n'a pas été générée par un appareil enregistré sur votre profil bancaire. L'adresse IP et l'empreinte de l'appareil correspondent à un emplacement résidentiel à Lakewood, Colorado, qui, selon nos dossiers, est l'adresse du co-titulaire du compte, Richard Chapman. J'ai expiré. Donc, vous confirmez que c'était frauduleux? Nous confirmons que l'autorisation de la transaction a été créée à votre insu et sans votre consentement, en utilisant des informations d'identification falsifiées. Selon nos conditions de service et les réglementations bancaires fédérales, cela constitue une transaction non autorisée. Que se passe-t-il maintenant? Nous avons gelé les comptes pertinents en attendant l'enquête criminelle. Nous avons également transmis nos conclusions au département de police de Denver. Mademoiselle Chapman. Son ton a changé, devenant plus personnel. Je suis dans l'enquête sur la fraude depuis 12 ans. Les cas familiaux sont rares, mais ce sont toujours les plus douloureux. Je suis désolé que vous traversiez cela. Merci. Et mon argent? Une fois que l'enquête criminelle aura atteint un certain seuil, ce qui, compte tenu des preuves, devrait être bientôt, nous commencerons le processus d'annulation de la transaction frauduleuse. Vous devriez vous attendre à une restitution complète de 140 312 $ et 67 cents dans un délai de 30 à 60 jours. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis j'ai immédiatement appelé la détective Mitchell. La banque a confirmé la fraude. Quelle est la suite? La suite, a-t-elle dit, nous exécutons un mandat d'arrêt. Avez-vous une préférence pour le moment? J'en avais une.
J'ai longtemps réfléchi à la question de la détective Mitchell. Le choix pratique était clair. Faire arrêter mon père discrètement chez lui, avec un minimum de témoins. Ce serait moins dramatique, moins douloureux, moins public. La famille pourrait gérer le récit. Les voisins pourraient ne jamais le savoir. Mais je n'arrêtais pas de penser à cette publication sur Facebook. J'ai hâte de vous montrer à tous ce que le travail acharné et l'investissement intelligent peuvent accomplir. J'ai pensé aux 45 personnes qui se rassemblaient pour célébrer le succès de mon frère. Un succès bâti sur mes économies volées, mon identité falsifiée, mes rêves brisés. J'ai pensé à mes parents se tenant à ses côtés, fiers, souriants, jouant la comédie de la famille heureuse pendant que j'étais assise seule dans mon appartement. Ils voulaient un public pour le mensonge. Peut-être qu'ils méritaient un public pour la vérité. Mercredi soir, tante Hélène a appelé. Renée, ma chérie, j'ai entendu parler de l'enquête. Comment tiens-tu le coup? Ça va, tante Hélène. Je suis juste en train de décider quelque chose. La pendaison de crémaillère est samedi. Ton oncle Thomas arrive de Californie. Toute la famille élargie sera là. Quelque chose s'est enclenché. Tout le monde sera là pour voir le grand moment de Derek. Oui. Richard a appelé tout le monde, s'assurant qu'ils viennent. Il veut une grande démonstration de soutien. Elle a fait une pause. Il dit à tout le monde que tu as eu une dépression nerveuse et que tu fais de fausses accusations. Il essaie de contrôler le récit avant que tu ne puisses parler. Ma mâchoire s'est crispée. Ah oui? Je pensais que tu devais le savoir. Quoi que tu décides de faire, je te soutiens. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé la détective Mitchell. Détective, vous avez posé une question sur le moment du mandat d'arrêt. J'ai une suggestion. J'écoute. Samedi 15 juin, 19h. 2847 Highland Boulevard, appartement 4C. Il y aura environ 45 témoins. Une pause. C'est peu conventionnel. Voler sa fille aussi. Bien vu. Je vais m'en occuper. D'accord, je dois faire une pause ici. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Option A, faire arrêter mon père discrètement par la police à la maison, éviter le drame, garder les choses privées. Ou option B, laisser tout se dérouler à la pendaison de crémaillère devant 45 témoins célébrant le succès de mon frère. Laissez votre réponse dans les commentaires, A ou B. Et si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur le bouton j'aime pour que je sache que vous êtes là. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Samedi 15 juin 2024. 18h30. L'appartement de Derek à Highlands était tout ce que les photos de Facebook promettaient. Plafond haut, meubles de créateur, un mur de fenêtres montrant la ligne d'horizon de Denver. Des plateaux de traiteur couvraient l'îlot de cuisine. Une playlist de musique entraînante pulsait à travers des haut-parleurs sans fil. Des ballons, félicitations, flottaient en grappe près de l'entrée. 45 invités remplissaient l'espace, se mêlant avec des verres de champagne à la main. Les collègues de Derek admiraient la vue. Les membres de la famille élargie s'extasiaient sur les finitions. Les amis le félicitaient d'avoir enfin réussi. Mon père se tenait au centre du salon, tenant la cour. J'ai toujours cru en l'investissement dans la famille, a-t-il annoncé à un groupe de parents. Quand Derek est venu me voir avec cette opportunité, j'ai su que c'était le bon choix. C'est ce que font les parents. Nous préparons nos enfants au succès. Des murmures d'approbation ont parcouru le groupe. Ma mère circulait avec un plateau d'amuse-gueule, rayonnante. N'est-ce pas merveilleux cet endroit? Derek a travaillé si dur. Nous sommes si fiers. Derek lui-même était près de la fenêtre, acceptant les louanges de deux anciens colocataires d'université. Ouais, mec. Ça a demandé une planification stratégique, mais j'ai enfin pris mon envol. L'immobilier, c'est une question de timing, tu sais. Oncle Thomas, fraîchement arrivé de Californie, a tapé sur l'épaule de Derek. Ton père dit que tu es un sacré investisseur. Impressionnant, mon fils. Vraiment impressionnant. Personne ne m'a mentionné. Personne ne se demandait où j'étais. Personne ne s'est demandé où un investisseur au chômage avec un bilan d'échec avait soudainement trouvé les ressources pour un appartement de 400 000 $ dans l'un des quartiers les plus chers de Denver. Ou presque personne.
j'ai repéré tante Hélène près de la cuisine, observant la performance de mon père avec une expression que je reconnaissais, le même scepticisme qu'elle avait montré à la fête d'anniversaire il y a 3 semaines. Elle a vérifié sa montre. 18h47, 13 minutes. À 18h52, tante Hélène est passée à l'action. Elle a intercepté Derek alors qu'il revenait des toilettes, le coinçant près du couloir où l'acoustique portait chaque mot à au moins une douzaine d'invités proches. Derek, mon chéri. Sa voix était agréable mais portait. Cet appartement est magnifique. Combien a-t-il coûté, si tu permets? Le sourire de Derek a vacillé. Oh, environ 400 000 $. C'était une super affaire, en fait. Et où as-tu trouvé la compte? Aux dernières nouvelles, tu avais des problèmes avec tes autres propriétés. Plusieurs têtes se sont tournées. La musique semblait soudain trop forte pour le silence qui se formait. Papa a aidé, a dit Derek avec précaution. Tu sais, le soutien familial. MHM, tante Hélène a hoché la tête lentement. Et Renée a-t-elle contribué à quelque chose? Le visage de Derek est devenu pâle. Quoi? Non. Renée n'a rien à voir avec ça. Vraiment? Parce que je lui ai parlé cette semaine et elle a mentionné des choses intéressantes à propos d'un virement bancaire. 140 000 $, je crois. Le groupe de parents le plus proche d'eux avait complètement cessé de parler. Le sourire de ma mère était figé. Mon père se frayait un chemin à travers la foule, le visage furieux. Hélène. Sa voix était vive. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Ah bon? Tante Hélène s'est tournée pour faire face à son frère. Richard, d'où vient l'argent pour cet appartement? La vérité, s'il te plaît. Ta sœur te le demande. Ce sont des affaires de famille. Rien qui te regarde. As-tu pris de l'argent du compte d'épargne de Renée sans sa permission? La pièce était devenue complètement silencieuse. 45 paires d'yeux fixés sur mon père. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. La sonnette a retenti. Le visage de mon père est devenu blanc. Ça, a dit tante Hélène doucement, ça doit être la police. Derek a ouvert la porte. 2 officiers en uniforme se tenaient dans le couloir, leur posture professionnelle, leurs expressions graves. Derrière eux, en civil, se trouvait la détective Mitchell. Nous cherchons Richard Chapman. La pièce a éclaté en murmures confus. Ma mère s'est précipitée vers la porte. Qu'est-ce que c'est? C'est une fête privée. Madame, veuillez vous écarter. La détective Mitchell a montré son badge. Monsieur Richard Chapman, vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire, usurpation d'identité et faux en écriture selon les lois du Colorado et fédérales. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. C'est ridicule. La voix de mon père s'est brisée. C'est ma famille. Ma fille est mentalement instable. Elle invente des histoires. Monsieur, nous avons des preuves d'investigation confirmant qu'une signature électronique a été falsifiée depuis votre ordinateur personnel à 3h47 du matin le 3 juin, autorisant un virement de 140 312 $ et 67 cents du compte de votre fille. Nous avons également des preuves d'un prêt de 25 000 $ ouvert frauduleusement à son nom il y a 6 mois. Les droits Miranda ont continué alors qu'un officier guidait les mains de mon père derrière son dos. Le clic des menottes était incroyablement fort dans la pièce silencieuse. Ma mère s'est effondrée contre le mur, sanglotant. Richard! Richard! Derek est resté figé, la bouche bée, un verre de champagne toujours à la main. Oncle Thomas s'est éloigné de lui comme s'il avait découvert quelque chose de contagieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Les invités se sont écartés alors que les officiers conduisaient mon père vers la porte. Sa tête était baissée. Son sang-froid de banquier, enfin complètement brisé. En passant devant tante Hélène, elle a dit doucement, tu aurais dû rendre l'argent, Richard. Elle t'a donné une chance. La porte s'est refermée derrière eux. 45 témoins se tenaient dans un silence absolu. Puis quelqu'un a chuchoté, il a volé sa propre fille. La détective Mitchell est restée après que les officiers en uniforme aient escorté mon père. Elle s'est adressée à la pièce stupéfaite avec un calme professionnel. Pour ceux qui se posent la question, Monsieur Chapman est accusé d'avoir volé 140 312 $ et 67 cents du compte d'épargne de sa fille et d'avoir falsifié son identité numérique pour autoriser le virement. De plus,
un prêt frauduleux de 25 000 $ a été ouvert à son nom à son insu et sans son consentement. La compte pour cet appartement, a-t-elle fait un geste autour de la pièce, provenait de ses fonds volés. Oncle Thomas s'est tourné vers Derek, le visage rouge de colère. Est-ce que c'est vrai? Cet appartement a été acheté avec l'argent de René? Je n'ai pas, a balbutié Derek. Papa a dit qu'elle était d'accord. Il a dit qu'elle voulait t'aider. Elle a déposé une plainte, Derek. La voix de tante Hélène était vive. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui était d'accord? Une femme que j'ai reconnue comme l'une des collègues de Derek a posé son verre de champagne. Attendez, donc toute cette fête? On célèbre un appartement acheté avec l'argent volé des économies de sa propre sœur, a ajouté un autre invité, le dégoût évident dans sa voix. Un par un, les gens ont commencé à se diriger vers la porte. Un ami de Derek a secoué la tête en passant. Mec, je pensais te connaître. C'est vraiment dégueulasse. En 15 minutes, 20 invités étaient partis. Ceux qui restaient se sont regroupés en petits groupes, chuchotant, jetant des regards à Derek et à ma mère comme s'il assistait à un accident de voiture. Ma mère était assise sur le nouveau canapé coûteux de Derek, le mascara coulant sur son visage. Ça ne peut pas arriver. Ça n'arrive pas, oncle Thomas s'est approché d'elle, sa voix froide. Linda, tu savais ça? Elle n'a pas répondu. C'était une réponse suffisante. Je suis venu de Californie pour ça. Il a attrapé son manteau. J'en ai fini avec Richard et j'en ai fini de prétendre que cette famille n'est pas pourrie. Je suis arrivé à 19h45, après le départ de la police. La porte de l'appartement était toujours ouverte. Personne n'avait pensé à la fermer. Je suis entré dans une scène de dévastation. Des verres de champagne à moitié vides abandonnés sur les tables. Des plateaux de traiteurs intacts. Des ballons, félicitations, dérivant sans but. Peut-être 15 personnes restaient. Elles se sont tournées pour me regarder entrer. Ma mère s'est jetée du canapé. C'est toi. Tu as tout détruit. J'ai levé une main et quelque chose dans mon expression l'a arrêté en plein élan. Je n'ai rien détruit, maman. J'ai signalé un crime. Il y a une différence. J'ai posé un dossier sur l'îlot de cuisine, le même dossier que je portais depuis 2 semaines. À l'intérieur, la feuille de calcul documentant les 87 000 $ de soutien sur 10 ans, le rapport d'investigation de Carla, une copie du rapport de police, des relevés bancaires montrant le virement frauduleux. Oncle Thomas, je me suis tourné pour lui faire face. Je sais que tu as voyagé de Californie pour ça. Je suis désolé que ton voyage ait été gâché, mais je pensais que tu méritais de savoir la vérité. Il a pris le dossier, parcourant les documents à l'intérieur. Son visage est passé du choc au dégoût, puis à quelque chose comme du chagrin. René, sa voix était rauque. Je n'en avais aucune idée. Aucun d'entre nous. C'est sur ça qu'il comptait. Derek a enfin trouvé sa voix. René, tu dois comprendre. Papa a dit que tu étais d'accord. Il a dit que tu voulais m'aider. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit, Derek. Je dormais quand papa a falsifié ma signature à 3h47 du matin. J'ai découvert le virement 3 jours plus tard quand mon compte affichait 0 $. J'ai rencontré ses yeux. Tu savais d'où venait cet argent. Tu le savais et tu as quand même organisé une fête. Il n'avait rien à dire à cela. Aucun d'entre eux. Les invités restants se sont dispersés au cours de l'heure suivante. Le collègue de Derek, Marcus, un autre Marcus que mon ami avocat, s'est arrêté à la porte. Derek, je te connais depuis 3 ans. Je me suis porté garant pour toi au travail. J'ai dit aux gens que tu étais un type bien. Il a secoué la tête. Ne m'appelle plus. 2 amis d'université de Derek sont partis sans dire au revoir. L'un a murmuré, incroyable, en passant. Une voisine de la rue de mes parents, Madame Patterson, s'est approchée de ma mère en partant. Linda, je connais votre famille depuis 20 ans. Je n'aurais jamais cru. Elle s'est interrompue, incapable de finir, et s'est dépêchée de partir. À 21h, il ne restait que la famille. Ma mère, Derek, tante Hélène, oncle Thomas et moi. L'appartement qui avait brillé de promesses il y a 2 heures semblait maintenant froid et vide. Le champagne était éventé. La nourriture du traiteur se figeait. Les ballons, félicitations, semblaient se moquer de la dévastation en dessous.
Derek s'est affalé sur une chaise près de la fenêtre, ne regardant rien. Son histoire de succès s'était évaporée en moins de 3 heures. Ma mère était assise, rigide, sur le canapé, le visage strié de larmes et silencieuse, privée du public de soutien sur lequel elle comptait pour maintenir son déni. Oncle Thomas s'est approché de tante Hélène. « Tu savais ça, n'est-ce pas? Avant ce soir ?» Je le soupçonnais. La voix de tante Hélène était fatiguée. J'ai essayé d'avertir René il y a des années. Personne ne voulait écouter. J'ai écouté, ai-je dit. Finalement. Oncle Thomas s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient rouges. René, je te dois des excuses. Quand ton père m'a appelé pour m'inviter à cette fête, il m'a dit que tu faisais de fausses accusations. Il a dit que tu avais des problèmes de santé mentale. Je l'ai cru. La plupart des gens l'ont cru. Il est très convaincant. Plus maintenant. La mâchoire d'oncle Thomas s'est crispée. Il est mort pour moi. Je me tenais au centre de l'appartement de Derek, entouré des décombres de sa célébration, et j'ai prononcé les mots que j'aurais dû dire il y a des années. Derek. Mon frère a levé les yeux, le regard vide. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas fait ça pour te faire du mal. Alors pourquoi? Parce que tu m'as fait du mal. Toi et papa. Vous avez pris mes économies, de l'argent que j'ai passé 8 ans à gagner, et vous l'avez utilisé pour acheter cet appartement. Puis vous avez organisé une fête pour célébrer. Tu as posté sur Facebook à propos du travail acharné et de l'investissement intelligent. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Ce n'était pas du travail acharné. C'était du vol. Papa a dit que tu comprendrais. Papa t'a menti, à moi, à tout le monde. Et tu as choisi de le croire parce que c'était pratique. Je me suis tourné vers ma mère, qui n'avait pas bougé du canapé. Maman, je ne vais pas m'excuser pour ce qui s'est passé ce soir. Papa a enfreint la loi. Il a usurpé mon identité. Il a volé mon avenir. Ce sont des faits, pas des accusations. C'est ton père. C'est un criminel qui se trouve être mon père. Ces deux choses peuvent être vraies. J'ai pris mon dossier sur le comptoir. Je pars maintenant. Je ne contacterai aucun d'entre vous dans un avenir prévisible. Quand l'affaire de papa passera au tribunal, je ferai ce que les procureurs demanderont. Au-delà de ça, je n'ai plus rien à dire. Derek s'est levé. René, attends. Nous sommes une famille. La famille ne vole pas les siens, Derek. La famille ne falsifie pas de signature à 3 heures du matin. La famille n'organise pas de fête avec de l'argent volé. J'ai rencontré ses yeux. Quand tu seras prêt à reconnaître ce que tu as fait, vraiment le reconnaître, pas seulement trouver des excuses, tu pourras me contacter. Jusque-là, c'est au revoir. Je suis sorti sans regarder en arrière. Tante Hélène m'a suivi. Et, petite pause ici. Si vous avez déjà dû poser une limite avec votre famille, vous savez à quel point cette marche vers la porte est difficile. Comme si vos jambes étaient en plomb. Comme si chaque pas était une trahison de tout ce qu'on vous a appris. Si cela résonne en vous, laissez un commentaire pour m'en parler. Je les lis tous. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite avec l'affaire judiciaire, avec ma famille, avec la maison de mes rêves, continuez à regarder. Nous sommes presque à la fin. 3 semaines après la pendaison de Crémaillère, l'affaire de mon père a été présentée au procureur de district. Marcus m'a tenu informé tout au long du processus. Il l'accuse de 3 chefs d'accusation. Fraude bancaire selon 18 USC 1344, usurpation d'identité selon 18 USC 1028, et faux en écriture selon la loi de l'État du Colorado. Les accusations fédérales seules pourraient signifier jusqu'à 30 ans. Mon estomac s'est noué. 30 ans? C'est le maximum. Compte tenu de son âge, de son casier judiciaire vierge et du contexte familial, le procureur propose un accord de plaidoyer, 18 mois de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général et la restitution complète des fonds volés. Et le prêt de 25 000 $? Enquête distincte, mais la banque l'a déjà signalé comme frauduleux. Il sera retiré de votre rapport de crédit dans les 60 jours. Fin juillet, mon père a accepté l'accord de plaidoyer. Je n'étais pas présente à l'audience. On m'avait conseillé que ma présence pourrait compliquer les choses, mais Marcus m'a envoyé un texto après. C'est fait. Il a plaidé coupable.
Ordonnance de restitution signée. Une semaine plus tard, 140 312 $ et 67 cents sont apparus sur mon nouveau compte bancaire. Le compte était à mon nom seul. Pas de co-titulaire, pas d'exception. L'argent semblait différent maintenant, plus lourd. Je l'avais gagné 2 fois, une fois par des années de travail, et une autre par le combat le plus difficile de ma vie. Mais les chiffres étaient réels. Le solde était rétabli. La fraude avait été documentée, poursuivie et résolue par les voies légales appropriées. J'ai appelé Mountain West Fédéral pour fermer définitivement mon ancien compte. « Êtes-vous sûre, mademoiselle Chapman ?» a demandé la représentante. « Ce compte est ouvert depuis vos 17 ans. »« Je suis sûr. Ce compte n'a jamais été vraiment le mien. »« Je comprends. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous aujourd'hui ? » J'y ai réfléchi. « Oui. J'aimerais des informations sur votre processus de préapprobation de prêt hypothécaire. » Les conséquences sociales sont tombées comme des dominos. Derek a été contraint de vendre l'appartement de Highlands en moins de 2 mois. Le marché s'était affaibli. Les acheteurs étaient rares. Et les circonstances de son succès d'investissement étaient devenues des ragots locaux. Il a vendu à perte de 35 000 $. De l'argent qu'il n'avait pas, une dette à laquelle il ne pouvait pas échapper. Sa carrière immobilière, telle qu'elle était, s'est complètement effondrée. La nouvelle s'est répandue dans la petite communauté d'investisseurs de Denver. C'est le type qui a utilisé les économies volées de sa sœur. Les portes se sont fermées. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Ma mère s'est retirée dans l'isolement. Ses amis de l'église, son club de lecture, son groupe de café du quartier. Tout avait vu les nouvelles, entendu les chuchotements, reconstitué les morceaux. Elle a cessé d'assister au service du dimanche, d'organiser des réceptions, de répondre à la porte. Oncle Thomas a tenu parole. Il a coupé tout contact avec mon père, l'a retiré de toutes les plateformes, a refusé tous les appels. Quand ma mère a essayé de le contacter, il a envoyé un seul texto. « Tu savais, Linda. Tu savais et tu n'as rien fait. Je n'ai rien à te dire. » La famille élargie s'est fracturée selon des lignes prévisibles. 12 parents, tantes, oncles, cousins, se sont officiellement éloignés de mes parents. Quelques-uns m'ont envoyé des messages privés de soutien. D'autres sont simplement devenus silencieux. Tante Hélène m'a raconté une confrontation lors d'un enterrement familial 2 mois plus tard. Ton père a essayé d'y assister. Ton oncle Thomas l'a bloqué à la porte, lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu. C'est la première fois que je vois Richard pleurer. Je n'ai rien ressenti quand elle m'a dit ça. Pas de satisfaction, pas de justification, juste une reconnaissance creuse que les actions ont des conséquences, et que certaines conséquences ne peuvent être effacées. Est-ce que ça te semble suffisant ? A demandé tante Hélène. Ça me semble être la réalité, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Dans les semaines qui ont suivi l'arrestation, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à recevoir des messages d'inconnus. Carla avait partagé mon histoire, anonymisée bien sûr, dans un groupe de soutien en ligne pour les victimes d'usurpation d'identité. La réponse a été écrasante. Ça m'est arrivé aussi. Ma mère a ouvert 6 cartes de crédit à mon nom. Lire votre histoire m'a donné le courage de le signaler. Je paie les prêts de mon frère depuis 12 ans. Je pensais être la seule assez stupide pour tomber dans le panneau. Merci de me montrer que je ne suis pas seul. Mon père m'a dit que la famille ne tient pas les comptes quand il m'a demandé de co-signer son hypothèque. Maintenant, j'ai 80 000 $ de dette et il ne répond plus à mes appels. Comment avez-vous trouvé la force de vous battre ? J'ai répondu à chaque message. Certaines personnes avaient besoin de ressources, références d'avocats, procédures de signalement de fraude, étapes de réparation de crédit. D'autres avaient juste besoin de savoir que quelqu'un comprenait. Chez Datasphere, la nouvelle s'était répandue parmi mes collègues. Des gens à qui j'avais à peine parlé se sont arrêtés à mon bureau avec des mots d'encouragement. Ma directrice, Janet, m'a appelé dans son bureau un après-midi. « René, j'ai entendu ce qui s'est passé avec votre famille. Je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait a demandé un courage incroyable. La plupart des gens auraient simplement laissé tomber, maintenu la paix. Vous ne l'avez pas fait. Je ne pouvais pas, ai-je dit. Pas cette fois. Eh bien, je vous admire pour ça. Et si vous avez besoin de temps libre,
pour des comparutions au tribunal, pour une thérapie, pour quoi que ce soit, c'est à vous. Sans poser de questions. Tante Hélène est devenue ma compagne de dîner hebdomadaire. Chaque dimanche, elle venait avec une bouteille de vin et une oreille attentive. Tu sais, m'a-t-elle dit une fois, ta grand-mère m'a fait quelque chose de similaire il y a 40 ans. Je n'ai jamais eu le courage de me battre. Je suis fier de toi d'avoir eu ce que je n'avais pas. En septembre, 2 mois après la condamnation de mon père, une lettre manuscrite est arrivée à mon appartement. L'adresse de retour était celle de mes parents. L'écriture était celle de ma mère. Je l'ai ouverte à ma table de cuisine, me préparant déjà à ce que j'allais trouver. Cher René, ton père et moi avons eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Je veux que tu saches que je suis désolé si tu t'es senti blessé par nos actions. La famille doit se soutenir. Et je comprends maintenant que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais. Ton père voulait seulement aider Derek. Il a toujours été un bon pourvoyeur et ses instincts ont toujours été de mettre la famille en premier. Parfois, cela signifie faire des choix difficiles que tout le monde ne comprend pas. Je te demande, en tant que ta mère, d'envisager le pardon. Garder de la colère ne fait que te blesser. La Bible dit que nous devons pardonner 70 fois 7 fois. Et je crois que cela s'applique surtout à la famille. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons régler ça ensemble. Nous sommes toujours tes parents et nous t'aimons toujours. Maman. J'ai lu la lettre 3 fois. J'ai remarqué ce qui manquait. Aucune reconnaissance que ce qu'ils avaient fait était mal. Aucune acceptation de responsabilité. Aucune reconnaissance que aider Derek signifiait voler mes économies et falsifier mon identité. Je suis désolé si tu t'es senti blessé, n'est pas une excuse, c'est une déviation. J'ai répondu le lendemain. Maman, merci d'avoir pris contact. Cependant, je ne peux pas retourner à une relation où mes limites ne sont pas respectées et où le mal que j'ai subi n'est pas reconnu. Papa n'a pas seulement fait des choix difficiles. Il a commis des crimes. Des crimes dont il a plaidé coupable devant un tribunal. Quand tu seras prête à le reconnaître clairement, sans déviation, je serai prête à parler. Jusque-là, s'il te plaît, respecte mon besoin d'espace. René. Je n'ai pas eu de réponse. En octobre, Derek a pris contact. Son email était plus court que la lettre de ma mère, et à première vue, semblait plus sincère. René, je sais que j'ai merdé. Je veux arranger les choses. On peut se voir pour un café? S'il te plaît, écoute-moi. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. J'ai choisi un café animé du centre-ville, public, neutre, avec beaucoup de témoins au cas où les choses tourneraient mal. Derek avait l'air diminué quand il est arrivé. Le personnage confiant d'investisseur immobilier avait disparu, remplacé par quelque chose de plus petit, de plus gris. Il avait perdu du poids. Ses vêtements avaient l'air d'avoir été portés pour dormir. Merci d'être venu. Il s'est assis en face de moi, les mains enroulées autour d'une tasse qu'il ne buvait pas. Je sais que je ne le mérite pas, tu as raison. Tu ne le mérites pas, je veux m'excuser. Vraiment m'excuser. Ce que papa a fait, ce que nous avons fait, c'était mal. J'aurais dû me demander d'où venait cet argent. J'aurais dû. Tu t'es posé la question, Derek. Et puis tu as décidé que la réponse n'avait pas d'importance parce que tu obtenais ce que tu voulais. Il a tressailli. C'est juste. Je ne suis pas venu ici pour la justice. Je suis venu pour voir ce que tu voulais vraiment. Une longue pause, puis doucement. L'approbation de papa lui rend les choses difficiles. Il ne peut pas voyager pour le travail, il ne peut pas, Derek. Et si tu pouvais peut-être parler au procureur, leur demander de réduire. Stop. Il s'est arrêté. Tu n'es pas venu ici pour t'excuser. Tu es venu pour me demander d'aider papa à nouveau. Après tout. René, c'est notre père. Je me suis levé. Il a cessé d'être mon père quand il a falsifié ma signature à 3h47 du matin. J'ai pris mon sac. Au revoir, Derek. Ne me contacte plus à moins que tu ne sois prêt à avoir une vraie conversation. Une qui ne porte pas sur ce que tu as besoin de moi. J'ai laissé mon café intact sur la table. Novembre a apporté le premier vrai froid de la saison et mon premier Thanksgiving sans ma famille. Tante Hélène m'a invité chez elle, une charmante maison artisanale dans le quartier de Berkeley. Quand je suis arrivé, la table était mise pour deux. Simple,
élégante, avec des bougies vacillant dans la lumière déclinante de l'après-midi. J'espère que tu aimes la dinde, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. J'en ai fait trop, comme d'habitude. Pendant le dîner, nous avons parlé de tout sauf de mes parents. Son jardin, mon travail, le club de lecture qu'elle avait récemment rejoint. Des choses normales, des choses paisibles. Ce n'est qu'au dessert qu'elle a abordé le sujet. Tu sais, René, j'avais ton âge quand quelque chose de similaire m'est arrivé. J'ai levé les yeux de ma tarte. Tu l'as mentionné une fois, avec ta mère. Tante Hélène a hoché la tête lentement. Ma mère, ta grand-mère, a ouvert une carte de crédit à mon nom quand j'avais 23 ans. L'a maximisée. Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai essayé d'acheter ma première voiture et que ma demande a été refusée pour mauvais crédit. Que as-tu fait? Rien. Sa voix était lourde d'un vieux regret. J'avais trop peur, trop. J'ai passé 8 ans à rembourser une dette qui n'a jamais été la mienne, et je n'en ai jamais dit un mot. Ce n'est pas ta faute. Non, mais c'est ma leçon. Elle a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Ce que tu as fait, René, te dresser, déposer cette plainte, exiger des comptes. C'est ce que j'aurais dû faire il y a 40 ans. Je n'ai pas eu le courage. Toi, si. J'ai senti les larmes monter. Parfois, je me demande si j'ai bien fait. Tu l'as fait. Sa voix était ferme. Se protéger n'est pas une trahison. C'est de la survie. Et la famille, la vraie famille, ce sont les gens qui vous aiment assez pour vouloir que vous surviviez. Je lui ai serré la main en retour. Merci d'être une vraie famille, tante Hélène. 6 mois après l'arrestation de mon père, j'ai signé les papiers de ma nouvelle maison. Ce n'était pas la maison artisanale dont j'avais rêvé à l'origine, celle-là s'était vendue des mois plus tôt pendant que je me battais pour mes économies volées. Mais la maison que j'ai trouvée était mieux. Un charmant duplex à Littleton avec un porche enveloppant, une cuisine rénovée et un jardin assez grand pour le potager que j'avais toujours voulu. Prix d'achat, 735 000 $. À compte, 147 000 $, mes économies récupérées, plus 6 mois de contributions supplémentaires. La clôture a eu lieu un jeudi après-midi de décembre. J'étais assise à une table de conférence entourée d'avocats, d'agents immobiliers et de responsables de prêts hypothécaires, signant document après document, regardant la pile de papier grandir. Quand ce fut terminé, quand la dernière signature fut apposée et les clés remises, je me suis assise dans ma voiture devant la société de titres et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. 8 ans d'économie, une trahison dévastatrice, une bataille juridique, une famille brisée, et à la fin de tout cela, une maison. Ma maison, à mon nom seul. Je suis allé à la propriété ce soir-là. Le camion de déménagement n'arriverait pas avant le week-end, donc la maison était vide, résonnant de possibilités au lieu de meubles. J'ai parcouru chaque pièce, passant mes doigts le long des murs, mémorisant les espaces qui étaient enfin entièrement les miens. Le jardin était brun par la dormance hivernale, mais je pouvais déjà voir où iraient les parterres de fleurs, où je planterais des tomates au printemps, où j'installerais une petite table pour le café du matin. La sonnette a retenti. Tante Hélène se tenait sur le porche, tenant un pot de rosier rouge. Cadeau de pendaison de crémaillère, a-t-elle dit, les yeux brillants de larmes. Pour ton jardin. Je l'ai serré dans mes bras si fort que nous ne pouvions plus respirer. Bienvenue chez toi, ma chérie, a-t-elle chuchoté. J'étais chez moi. J'écris ceci depuis le porche de ma nouvelle maison, 6 mois après avoir emménagé. Le jardin est florissant. Les rosiers de tante Hélène ont fleuri en mai, d'un rouge profond contre le vert de la pelouse. Les tomates que j'ai plantées produisent plus que je ne peux en manger, alors j'ai commencé à en apporter des surplus à mes voisins. J'ai fait la paix avec la forme de ma famille maintenant. Elle est plus petite qu'avant, mais elle est honnête. Mon père a terminé ses travaux d'intérêt général. Il est toujours en probation. D'après ce que me dit tante Hélène, il a considérablement vieilli depuis l'arrestation. Ma mère a cessé de me contacter. Derek a envoyé un autre email que j'ai supprimé sans le lire. Je ne suis plus en colère contre eux. La colère demande de l'énergie et j'ai choisi de dépenser mon énergie pour des choses qui comptent. Mon travail, ma maison, mes relations avec les gens qui me valorisent. Mais je n'attends pas non plus qu'ils changent. J'avais l'habitude de croire qu'aimer sa famille signifiait tout sacrifier. Mes économies, mes rêves, mes limites. Je pensais que dire non était la même chose que de dire « je ne t'aime pas ». J'avais tort.
Le véritable amour ne nécessite pas l'autodestruction. La vraie famille n'exploite pas votre loyauté. Et poser des limites n'est pas une trahison. C'est le fondement de toute relation saine. Je ne sais pas si mes parents comprendront un jour cela. Je ne sais pas si Derek deviendra un jour le genre de personne qui peut assumer la responsabilité de ses choix. Mais je sais ceci. Je ne suis pas responsable de leur compréhension. Je suis seulement responsable de ma propre intégrité, de ma propre guérison, de ma propre vie. Et pour la première fois en 32 ans, cette vie m'appartient entièrement. Je ferme mon journal et je regarde le coucher de soleil, qui dort mon jardin. Je me suis choisi. Finalement. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Ça en valait la peine. Et, avant de conclure, je veux prendre du recul et partager une perspective sur ce dont nous venons d'être témoins. D'un point de vue psychologique, l'histoire de René est un exemple classique d'enchevêtrement financier, une dynamique où les membres de la famille traitent les ressources d'une personne comme une propriété commune, sans tenir compte du consentement. Les phrases « la famille est de la famille » et « tu as un emploi stable » n'étaient pas des expressions d'amour. C'étaient des outils de contrôle. Voici ce que René nous a appris. Poser des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de détruire votre avenir pour maintenir le confort de quelqu'un d'autre. Le pardon ne nécessite pas la réconciliation. Et parfois, se choisir soi-même signifie laisser partir des personnes qui ne vous ont apprécié que pour ce que vous pouviez leur donner. Si vous regardez cette vidéo et que quelque chose a résonné en vous, si vous avez été le distributeur automatique de la famille, le fiable, celui qui donne toujours, sachez que vous méritez mieux. Votre loyauté est précieuse. Ne la gaspillez pas pour des personnes qui la traitent comme une obligation. Merci d'être resté jusqu'à la fin de l'histoire de René. Si cette vidéo vous a fait vous sentir vu ou vous a donné la permission de poser une limite que vous évitiez, laissez un commentaire et parlez-m'en.